Et sur 7% de rendement sur les free cash flow, est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en watchlist ou en portefeuille? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ceci ne représente pas un conseil financier. Je ne suis pas analyste financier. Ces vidéos correspondent seulement à une analyse de l'action en termes qualitatifs et en termes quantitatifs. Donc si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je me réserve le droit de me tromper évidemment. Donc on va commencer tout de suite. Esso, qu'est-ce qui représente? Donc on a les minerais énergiques, le raffinage et commercialisation du pétrole. Donc c'est exactement ce qu'ils font. Donc on a une bonne description de ce qu'on peut voir. On a une capi qui est à 761 milliards et aujourd'hui un rendement du dividende à 3,38. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur ce genre d'entreprise? Donc déjà hop, on va les mettre nos marges nettes à ce niveau-là. On voit des marges nettes qui sont à peu près stables sur ce genre de business. On a vu un énorme creux de 2017 jusqu'à 2021. Donc elle a pris la crise de Covid à ce niveau-là et ensuite elle est descendue à 13 et puis d'un coup elle est remontée. Étant donné que elle va aller pratiquer dans assez peu de pays et so elle elle ne représente pas un finage dans énormément d'endroits. Donc vous voyez qu'elle a eu pas mal, elle a une courbe, elle a commencé à 173 et puis ensuite elle est montée à voilà, 240 et puis ensuite c'est une belle pente descendante. Donc pourquoi? On peut voir déjà que le free cash flow lui est complètement descendant et des fois il est négatif, des fois il est positif. Si on regarde en termes de compte de résultat, en termes de revenu total, vous voyez que ça augmente mais c'est corrélé au coût des marchands. Vous voyez qu'ici, si on va aller regarder en termes de revenus nets, vous voyez qu'on est souvent en négatif. Donc là, on a eu des beaux revenus en 2021 et 2022 étant donné le prix exorbitant qu'on a pu avoir. Mais voilà, ce revenu net est à mettre avec les free cash flow. Et vous voyez que quand on a des revenus nets positifs, ça n'influe pas forcément des revenus, des free cash flow positifs aussi. Parce on va avoir beaucoup voilà, de revenus hors exploitation. Il y a des fois où on va être assez bas. Pourquoi? Parce qu'on va mettre beaucoup en dépréciation. On va aller perdre voilà, produits et charges exceptionnelles, dépréciation d'actifs. Vous voyez qu'on va avoir énormément de dépréciation pendant ces genres de périodes-là pour ce genre d'actifs. On va aller regarder son bilan parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir son total des passifs qui lui augmente. Sa dette totale qui en 2022 a été pas mal énorme mais qui ensuite hop, a été remboursée instantanément. Et voilà, mais en termes d'actifs, on avait placé de l'argent en liquidité, et puis ensuite, voilà, vous voyez que souvent on a de liquidité, et puis d'un coup on n'en a plus. Donc c'est une entreprise assez changeante, donc la plupart du temps, tout l'argent qu'elle va générer va être reversé aux actionnaires. Donc on va aller regarder ça. Si on regarde cash lié aux activités d'exploitation, fonds provenant des opérations, vous voyez que souvent on va aller faire pas mal d'argent, et puis ensuite on va avoir des variations de compte débiteur et variations de compte client qui vont être énormes sur ce genre de business. Donc il faut faire vraiment très attention et moi je vous conseille de vous tenir assez loin de ce genre d'entreprises qui font seulement du raffinage. Surtout si ça va être en Europe, etc., là où il va y avoir énormément de taxes, ces genres d'entreprises ont tendance à faire beaucoup moins d'argent. Vous voyez, j'avais vu une interview de Patrick Pouyanné, donc le PDG de Total, qui expliquait que les activités de raffinage de Total en France, sur une dizaine d'années, ont été 7 années déficitaires. Donc vous voyez qu'en fait, le raffinage en France ne me représente pas forcément un excellent moyen de gagner de l'argent, surtout pour les entreprises pétrolières. En termes de dividendes, vous voyez que souvent elle va verser et puis souvent elle va plus en verser. En 2022, vous voyez qu'elle en a versé, voilà, en 2023. Donc juste ici, le 12 juillet 2023, on a récupéré 2 euros. Donc c'est pour ça que vous voyez un rendement du dividende qui était à 3,30 mais qui est là, qui était calculé à 4,24 étant donné le prix qu'elle avait. Et en termes de ratio de paiement, c'était complètement rien du tout, hein, parce que si vous regardez en termes de statistiques, le total d'actions en circulation, le total d'actions n'a jamais augmenté, il n'a jamais baissé en fait. Donc le ratio cours-bénéfice, il peut être complètement décorrélé de ce qu'elle vaut. Les actions en circulation ne bougent pas. Le nombre d'employés, lui, par contre, il réduit, il monte, il réduit, il monte. On a eu pas mal de licenciements puis de réembauches parce qu'on a eu énormément besoin d'argent. Si vous regardez tout ce qu'elle vend, voilà, oil, elle vend aussi crude oil, il y a quand même énormément de business sur lequel elle va aller récupérer son argent. Et pourtant, elle arrive à être négatif avec toute la diversification que peut obtenir ce genre de business. Donc, vous voyez que souvent on a eu son bénéfice par action, mais là à l'heure actuelle on ne peut pas le calculer étant donné que souvent son cash flow, je vous le dis, il est négatif. Voilà, vous voyez que sur les semestres il est négatif, sur les annuels il est positif, positif, négatif, positif, négatif, positif. Si on pourrait prendre un revenu médian, je dirais qu'en moyenne l'entreprise serait capable de générer, j'imagine, 200 millions à peu près de cash flow si on regarderait en termes de moyenne. Donc on va prendre 200 millions qu'on va les diviser par les 12,5 millions d'actions pour arriver à peu près à un bénéfice par action qui sera à 16. Donc ce serait quand même énorme en fait. Vous regardez que par rapport à ce qu'on va générer, on pourra avoir un bénéfice par action qui serait complètement décorrélé du prix qu'on pourra avoir. Si on fait 16 qu'on divise par 58,9, on arrivera à un rendement à 27%. Donc un rendement qui est corrélé avec ce que pourrait être ce genre de business. Maintenant, la courbe des free cash flow étant négatif par année et souvent là où vous voyez, on a eu par exemple 1,28 million. Pourquoi? Parce qu'on a eu très peu de cash les activités d'investissement. Donc qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà, on a racheté notre dette qu'on avait investi à ce niveau-là. Donc je ne sais pas pourquoi, vous le regardez dans les rapports financiers, en quoi ça peut avoir un rapport. Et ensuite, voilà, total de dividendes versés en espèces, on a versé 25 millions.
Voilà, on a versé 25 millions et on a pu nous donner 2 euros par action. Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant pour l'entreprise. Après, qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent? Elle va devoir le mettre en liquidité pour pouvoir ensuite refaire des dépenses d'immobilisation parce que je vous ai dit, c'est assez rare de pouvoir être gagnant. Voilà, donc là, vous regardez en termes de détention, on a 82% qui est détendu par ExxonMobil. Donc un jour, on pourra très bien faire une OPA et potentiellement pour récupérer l'argent que vous avez récupéré dans Esso. Parce qu'à l'heure actuelle, là, elle est cotée sur Euronext, mais Esso, il faut se rappeler que c'est une entité qui appartient à ExxonMobil et qui donc distribue et raffine des produits pétroliers pour le groupe. Donc 82%, donc c'est potentiellement pour ça qu'il n'y a pas un retour aux actionnaires, étant donné que ExxonMobil est déjà privilégié, donc ExxonMobil France Holding est donc le premier actionnaire de Esso. Donc là, on a les deux plus grosses entreprises, les deux plus grosses parts que ce qu'elle produit. Donc on a les produits énergétiques d'une part qui comprend la production, la distribution de gaz, essence, kérosène, gaz, gazole, fuel lourd en 2022. Donc elle a vendu 200,4 millions de mètres cubes pour le marché français et pour l'export. Et un produit de spécialité, donc il y a la fabrication d'huile de base, de lubrifiant fini, d'huile blanche, de paraffine et de bitume. Donc le groupe en 2022 a vendu voilà, donc ces chaînes de valeur s'appuient sur des actifs industriels et une logistique commerciale de premier plan. Donc on a des raffineries en Normandie qui récupèrent le pétrole brut et qui va ensuite l'envoyer à Port de Jérôme-sur-Seine, donc les plus importants de France. La raffinerie Esso de Fos-sur-Mer en Provence-Alpes-Côte d'Azur à cet endroit-là. Je vous en ai déjà parlé pour ce qui est d'ArcelorMittal. À peu près vers Fos-sur-Mer, en fait, on va avoir énormément d'activités industrielles en France, ce qui va rester en tout cas de valeur industrielle. On va regarder voilà, la conjoncture nous table complètement sur ce qu'elle va pouvoir vendre. Donc en termes de raffinage, on voit ce qu'elle va pouvoir vendre et la parité moyenne, donc elle s'établit à 1,05 en 2022 contre 1,18. Donc elle a été gagnante sur le prix du marché comparé au dollar parce qu'elle le payait en euros. Donc elle a pu avoir une petite baisse à ce niveau-là. Voilà, donc à ce niveau-là, on a l'évolution des marges de raffinage sur l'année 2021 et l'année 2022. Donc pour vous montrer la différence, en 2021, les marges possibles qu'il y avait sur le raffinage et en 2022, les marges qu'on a eues. Donc le cours du Brent en termes bruts évolue sur toutes les entreprises ayant un cas de distribution et un cas de raffinage. Donc si on va prendre, imaginons le cas de Ruby, quand j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que les prix du pétrole n'étaient pas corrélés avec ce qu'elle va vendre. Alors effectivement, si les marges des raffinages, même si elles sont répercutées sur le prix d'achat du consommateur, va forcément être plus basse. On va pas pouvoir aller mettre une marge en termes de pourcentage équivalente à ce qu'on va pouvoir récupérer sur un cours du pétrole plus bas et un cours du pétrole plus haut. Donc elle, quand elle a un cours du pétrole qui est plus haut, elle a des marges plus élevées. Voilà. Et quand elle a des cours plus bas, elle a des marges moins élevées. Donc on va avoir une totale différence avec ce qu'on pourra avoir sur Ruby. Quand elle a des prix plus bas, elle va avoir des marges plus hautes. Et quand elle va avoir des prix plus hauts, elle va avoir des marges plus basses, etc. etc. Donc vous pouvez aller regarder tous ces indicateurs-là, évidemment dans les rapports financiers et comprendre pourquoi est-ce que quand elle, le prix augmente dans ces caisses, il y a plus d'argent, ces marges sont plus élevées, au contraire de beaucoup d'entreprises qui font seulement de la distribution. Donc à l'heure actuelle, je vous ai calculé un rendement d'à peu près 7%. Si elle versait en moyenne pour à peu près 100 millions le free cash flow, un dividende par rapport au nombre d'actions qu'il pourrait y avoir, donc ce serait une entreprise en soi intéressante, mais on pourrait même aller récupérer des 100% de rendement un jour si vous êtes chanceux ou s'il y a une OPA qui se pratique, même si ça m'étonnerait étant donné que c'est le but étant de baisser le but étant de contrôler les monopoles et de ne pas avoir, comme ce qu'on avait pu avoir avec la Standard Oil, un Esso, un Exxon, un Total, etc. Tous au même niveau, quoi. Chevron en faisant partie aussi. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.